Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. C'est l'heure de votre grand débat du dimanche. On est ensemble donc jusqu'à 10h et un numéro de téléphone, toujours le même. Vous en connaissez le chemin, 0826 300 300 avec cette question. Et si un patron à l'Élysée était la solution? C'est le sondage choc à la une de la Tribune du dimanche qui révèle que 58% des Français estiment qu'un entrepreneur ferait un bon président de la République. C'est partagé par toutes les générations, par toutes les classes sociales, et beaucoup regrettent que les patrons, on va dire, dans l'ambiance générale, ne soient pas suffisamment écoutés. 69% des Français, par exemple, estiment que le point de vue des entrepreneurs n'est pas suffisamment pris en compte par le gouvernement, par les élus nationaux et par les médias. Et près de 7 Français sur 10 jugent que les gouvernements successifs ne comprennent rien aux réalités entrepreneuriales. Est-ce que vous partagez, vous, ces considérations, ces idées, amis auditeurs? Eh bien, vous avez la parole. Est-ce qu'en 2027, il faut élire un patron pour qu'il puisse s'installer rue du Faubourg Saint-Honoré, c'est-à-dire dans le palais de l'Élysée? Vous avez la parole sur le site sudradio.fr, l'application, les réseaux sociaux et surtout au 0826 300 300. Et pour en discuter en ce dimanche matin, je suis ravi d'accueillir en réalité les deux compères pour ce débat. Nicolas Corato, bonjour. Bonjour Maxime. Président, fondateur du think tank Place de la République, et Lucas Planavergne. Rebonjour mon cher Lucas. Bonjour Maxime. On va dire qu'on a échangé tôt cette nuit ou tard cette nuit. Journaliste donc au JDD qu'on peut retrouver en kiosque et sur le site internet aujourd'hui. Et on en parlait dans la revue de presse, titre sur les chiffres de l'immigration qui sont sortis cette semaine. Messieurs, la question du jour, est-ce que vous faites partie des 58% des Français qui estiment qu'il faut un patron à l'Élysée? Nicolas Corato. Pourquoi pas un patron ou n'importe quel autre profil, à partir du moment où il a un projet qui peut porter notre pays vers le mieux. Mais disons-le tout de suite, ça fait un moment que les patrons sont très bien représentés dans le pouvoir exécutif et législatif en France. On sort quand même de 2 quinquennats très pro-business avec beaucoup de patrons à l'Assemblée, vous trouvez là beaucoup de patrons au gouvernement, beaucoup de patrons, y compris jusqu'à l'Élysée. Donc qu'on ne me dise pas que subitement le Macron, cercle... il n'a jamais été un patron, il était sensible aux questions. Macron. Oui, Emmanuel Macron, il a quand même une expérience de banquier d'affaires. Oui, mais je veux dire, c'était pas un patron au sens où il a produit de la richesse, c'était un banquier. Il connaît les banquiers produisent aussi de la richesse, mon cher Maxime. Oui. Mais c'est moi qui vous le dis, donc. C'est pour ça que ça me bouleverse. Quand même comme un acquis. Non, on va pas. Non, mais on a quand même. On peut pas dire comme si on sortait de 10 ans de communisme ou de gouvernement soviétique en France. On sort quand même de 10 ans où la voix des patrons a été plus qu'entendue par les gouvernements successifs de Monsieur Macron. Surtout en ce moment. Non, mais qu'il regrette le budget qui a été voté, c'est une chose, et qu'il soit dans la communication politique, c'est grand bien leur face. Mais on ne peut pas dire, comme si on se réveillait subitement, que la France est anti-business. Elle est, depuis 10 ans, très pro-business dans ses politiques publiques. Lucas Planavergne, est-ce que vous rejoignez le camarade Nicolas Corato qui dit que, globalement, les patrons se plaignent alors qu'ils ont quand même la porte ouverte de l'Élysée? J'exagère un peu, mais moi j'exagère pas finalement. Alors, depuis quelques années. Je suis un peu embêté parce que je pensais devoir apporter la contradiction à mon contradicteur, mais en fait je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que déjà je pense que ce sondage il arrive dans un contexte de biaisé. C'est-à-dire qu'il y a une crise budgétaire depuis des mois, il y a une dette qui se creuse, et donc forcément dans ce contexte-là, on le sait, les Français sont de plus en plus sensibles à la question du déficit, à la question du budget, et donc forcément le résultat est celui-là. Après, je pense que si on posait une question dans un sondage de est-ce qu'il faut un salarié, est-ce qu'il faut un ouvrier à l'Élysée, je pense que je suis convaincu même que les résultats seraient également très élevés. Maintenant, pour le dire très clairement également, un patron à l'Élysée, pourquoi pas, mais la France ce n'est pas une entreprise. Diriger un pays, c'est pas gérer une holding, c'est pas gérer une start-up, il n'y a pas que l'économie, il y a des valeurs, il y a la liberté, il y a l'identité, tout ça, ça dépasse largement le cadre de l'économie. En tout cas, c'est ce que disent les interrogés dans cette enquête. L'idée du patron, en effet, une entreprise n'est pas la France, mais ils disent oui, mais au moins il y a un enjeu, il y a une sensibilité sur les questions économiques, ça éviterait de prendre énormément de décisions plutôt idiotes. À la une de la Tribune du dimanche, un patron explique qu'en réalité, selon les chiffres, on a perdu quand même énormément d'entreprises, près de 7000 sur les 15-20 dernières années, parce que précisément on a pris des décisions totalement idiotes. Mais la faute à qui sur les défaillances d'entreprises? Pourquoi toujours mettre le point sur l'État ou les politiques publiques? Les patrons aussi sont responsables de la défaillance de leurs entreprises. Les patrons ne sont pas irresponsables. Les patrons ont une part de responsabilité, voire même
la principale responsabilité sur les défaillances d'entreprises. Donc le patronat français, il faut qu'il assume. C'est un système économique. Bien entendu. C'est moi qui vais apporter la contradiction. Pas la puissance publique. Ça n'est pas la puissance publique qui fait le marché. C'est-à-dire que Nicolas Corato, qui fait le cadre budgétaire, qui fait les normes, qui fait que aujourd'hui, quand vous payez quelqu'un 1 500 €, vous payez en réalité 2 200 €. Non, mais parlez aux économistes et vous verrez que l'impact des politiques publiques sur la santé économique des entreprises est finalement assez limité, quoi qu'en disent les patrons, qui sont les premiers d'ailleurs à expliquer que le libéralisme, c'est tout sauf l'État. Donc il y a un moment où il faut être cohérent. Je pense que les patrons ont une responsabilité sociale très importante. Ils sont un corps social très important. Pourquoi ne seraient-ils pas représentés jusqu'à l'Élysée? Moi, ça ne me pose aucune difficulté. Mais le sujet, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'économie n'est pas au centre du débat public. On ne parle que d'économie. On ne parle que d'argent. Et je vais être d'accord avec mon contradicteur, malheureusement une deuxième fois aujourd'hui. On ne parle pas des problèmes sociaux, on ne parle pas des problèmes culturels, on ne parle pas des problèmes anthropologiques, on ne parle pas des problèmes sociologiques. Et la vie d'un citoyen ne se limite pas à l'acquisition de richesses. C'est un point important quand on est citoyen quand même. Avant qu'on poursuive la discussion entre nous, messieurs, 0826 300 300, est-ce qu'il faut en 2027 un patron à l'Élysée? Vous prenez la parole, 0826 300 300. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Est-ce que pour vous, mon cher Olivier, il faut un patron à l'Élysée en 2027? Alors non, c'est pas l'endroit où il faudrait le patron, il faudrait des patrons au Parlement. S'il y a bien un truc que j'ai réalisé là, moi j'ai 59 ans, je pensais que le pays dans lequel je vivais fonctionnait d'une autre façon, et je réalise depuis 2 ans que ce que j'avais un peu senti avec Chirac, ceci dit, parce que je trouvais que c'est un président qui n'avait pas fait grand-chose en interne, c'est que si vous tenez le Parlement, vous tenez le président. Donc c'est pas l'endroit où il faut le mettre. Il faudrait qu'au Parlement, on ait des gens qui soient beaucoup plus en phase avec les réalités de l'économie, mais de l'économie réelle. Alors ce que j'entends depuis tout à l'heure me paraît tout à fait justifié, pas juste, pardon, mais comment dire, pour défendre les patrons, je dirais que le patron et son équipe rapprochée sont les personnes qui sont probablement le plus dans le réel de toute la société, parce qu'ils ont à gérer à la fois effectivement la partie économique, mais aussi la partie sociétale. Une boîte, qu'elle soit petite, vous êtes un artisan avec 2 ou 3 salariés, ou une grosse boîte où il y a plus de 50 mecs, vous êtes obligé de gérer le social. Mais alors, vous entendez aussi, Olivier, l'argument notamment de Nicolas Corato qui dit que, pour contrer votre argument, il y a déjà eu des chefs d'entreprise, des gens issus du monde économique en tout cas, notamment lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il n'y avait presque que ça à l'Assemblée nationale, des cadres sub, des gens qui sortaient de certaines boîtes, il y a eu un vent de fraîcheur à l'Assemblée nationale, et dans la représentation, est-ce qu'il y a vraiment eu un tournant à ce moment-là? Grande question. Non, il n'y avait pas parce que, enfin, moi je pense qu'il n'y avait pas ou pas suffisamment, parce que la partie dont vous parlez était qu'un pouillème des députés qui étaient sur place. Donc vous avez, tant que vous avez des gens qui sont à rebooter sur de l'idéologie et pas de l'idée, on est coincé. Regardez, on a eu Montebourg il y a quelques années qui était aux finances et l'industrie, je crois. On avait là un type qui avait tout vu arriver. Et c'était pas un patron. Pardon ? Et c'était pas un patron, il est devenu en sortant. Après, si je peux me permettre, il a tenté de se présenter à la présidentielle. Oui, on a vu comment ça a fini. Il avait l'âme d'un patron. Tout le monde l'a pris pour un uluberlu. Quand vous regardez ce que disait Montebourg il y a 20 ans, je crois, ou 15 ans, je sais plus, il avait tout vu arriver. Pourtant, comme il était tout seul à le dire, comme un président serait tout seul, c'était le seul patron à être dans le système, il serait pas écouté. La problématique, c'est que le patron, c'est vraiment le mec du réel. Donc, si on l'écoute un peu, on va avoir de bonnes pistes. Le problème, c'est qu'on a des idéologues en député. Et donc forcément, l'idéologie prône en réalité parfois sur le pragmatisme. Merci beaucoup, mon cher Olivier, d'avoir été avec nous ce matin au 0826 300 300 et d'avoir jeté comme ça discrètement quelques pavés dans la mare, notamment, mon cher Nicolas Corato, sur peut-être cette, non pas cette caricature, mais cette idée que le patron, lui seul, serait confronté au réel. Vous avez tiqué un peu sur ça. Oui, je tique parce que je suis d'accord. Le patron est un homme ou une femme d'ailleurs qui est confronté au réel, mais tout comme l'infirmière
l'infirmière ou l'infirmier est confronté au réel, tout comme l'enseignant, le policier, le militaire, l'artisan. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de monopole de la confrontation du réel. Non, mais il faut arrêter. Enfin, d'ailleurs, pour aller dans ce sens-là, je pense que les résultats de ce sondage sont aussi une réponse à un mot français qui est qu'on a quand même une tradition en France d'élire des hauts fonctionnaires, d'élire des pseudo-serviteurs de l'État. Les fameux techniciens contre les praticiens. Très souvent deviennent en fait des technocrates et qui donc perdent contact avec les réalités de la population. Et je pense qu'on aboutit à cela. Maintenant, dans ce que révèle aussi plus largement le sondage, c'est que selon de nombreux Français, il faut que les grands patrons ont plus voix au chapitre. Mais là, je rejoins encore une fois Nicolas, c'est-à-dire que ces derniers mois, mais j'ai l'impression d'en entendre tout le temps des patrons. Je veux dire Bernard Arnault, Michel-Édouard Leclerc, et c'est très bien. Mais est-ce que pour autant ça en ferait de bons présidents de la République ? Je suis pas sûr. Donc moi, j'ai envie de dire une chose, au risque de paraître populiste, mais pour moi, à Élysée, en réalité, ce qu'il faut, c'est le peuple. C'est que mais si le peuple c'est quoi ? C'est un pompier, c'est un patron, c'est un agriculteur, c'est un policier. Le peuple, c'est le peuple collectivement. J'entends le peuple au sens collectif. C'est-à-dire, si le peuple souhaite moins de taxes, moins de normes, eh ben qu'on l'écoute par le vote, par la démocratie participative, par des référendums, pourquoi pas. Mais pas forcément avec un patron qui ne romprait pas avec la verticalité du pouvoir, qui là aussi est un important mot de la France. Lucas Palanavert, sur cette idée quand même, parce que cette semaine on a aussi vu apparaître quelques propositions et quelques candidatures à la présidentielle, notamment à gauche. Je pense à François Ruffin qui a fait réagir avec une proposition. Quand vous dites le président de la République, enfin en tout cas à l'Élysée, il doit y avoir le peuple. Déjà, est-ce que on doit avoir le peuple on va dire à l'Élysée, parce que qui le porte au pouvoir c'est une chose, mais par exemple est-ce que le général de Gaulle incarnait le peuple ? Je ne sais pas. Alors oui, Maxime, pour moi le général de Gaulle incarnait le peuple. Pourquoi ? Parce que le général de Gaulle écoutait le peuple, notamment par le référendum. Mais est-ce que c'était celui qui était le plus à même de l'incarner le peuple ? Parce que je reprécise mon propos si je me suis mal exprimé. C'est pas le peuple par quelqu'un qui se prétendrait du peuple et qui souhaiterait l'incarner. C'est le peuple par la voix collective. Le général de Gaulle, quand il a été question d'un référendum où le peuple s'est prononcé contre ce qu'il prenait, il est parti. Voilà. Donc le général de Gaulle, lui, incarnait le peuple dans ce sens-là. Et j'évoquais François Ruffin. Est-ce qu'il faut aller dans cette idée qu'il doit être représentatif, ou s'il n'est totalement représentatif, vraiment à l'écoute, notamment dans la période que nous traversons, être payé au SMIC ? C'est en tout cas la proposition qu'a faite François Ruffin. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Nicolas Corato ? Je pense que c'est démagogique. Et je pense que ça nous amène pas très loin dans le débat et dans la construction d'un projet à gauche. Enfin, le sujet, c'est pas la rémunération des élus. D'ailleurs, c'est pas un sujet pour vous, non, ça. Alors, le sujet, c'est le statut des élus. Moi, je suis assez. Le statut, pas la rémunération. Moi, je suis d'ailleurs pour protéger beaucoup mieux les élus socialement, économiquement, qu'ils ne le sont aujourd'hui. Quitte à être un peu impopulaire, mais je pense qu'il faut mieux payer les élus, mieux rémunérer les élus en France. Mais la proposition de M. Ruffin, elle est complètement démagogique. C'est pas ça le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'on a une crise du système représentatif. On a une crise de la représentation politique en France. Et malheureusement, les Français continuent à voter. Ils votent plutôt mieux et plus que leurs voisins, même s'ils votent de moins en moins, et malheureusement ils ont de moins en moins confiance, toutes les études le prouvent, dans les gens qu'ils élisent. Donc il y a un paradoxe qui est compliqué à gérer, et ce paradoxe il tient dans l'offre politique initiale, et Monsieur Ruffin, qui contribue à la production de cette offre politique, ne lui fait pas du bien en maniant des concepts purement démagogiques qui ne nous font pas avancer sur le fond. Lucas Palanavert, sur cette proposition de François Ruffin de payer le président de la République au SMIC. Non, je pense que ça peut séduire une partie de la population. Après, en majorité, je suis pas convaincu que les gens attendent que le président de la République soit payé au SMIC. Maintenant, pour revenir sur le statut des élus et le salaire des élus, alors ça dépend de quels élus on parle, parce que si on parle des députés, si on parle des conseillers régionaux, des conseillers départementaux, des élus qui parfois vont une fois par semaine en commission, qui en réalité travaillent très peu sur les élus locaux, je parle pas des maires par exemple. Franchement, moi je trouve que le problème c'est pas qu'ils sont trop payés, le problème c'est qu'il y en a beaucoup trop, et que donc collectivement ils sont tous beaucoup trop payés. Donc par exemple passer à moins de, je sais pas, 450 députés, je dis ça n'importe comment, réduire les circonscriptions, enlever quelque chose entre le conseil départemental, le conseil régional, et dans ce cas-là les gens... Vous êtes pour la suppression du Sénat par exemple ? Non, peut-être pas du Sénat, mais je pense que l'enchevêtrement des élus locaux... Pas pour la suppression du Sénat, mais je pense qu'on pourrait réduire très largement le nombre de sénateurs. Supprimer le Sénat. Le supprimer, non, le Sénat a une place très importante dans le système politique français. Maintenant, supprimer un nombre d'élus au Sénat, je pense que ce n'est pas déconnant, que c'est un sujet qui mérite d'être posé sur la table, autant que, enfin plus d'ailleurs, que la
la rémunération qui serait trop élevée du président de la République. Et sur la rémunération, bien que, en effet, Nicolas Corato, vous disiez que c'est démagogique, est-ce que dans cette période, pardon, et vous le savez certainement mieux que moi tous les deux, est-ce que la politique, ce n'est pas aussi des symboles? Et donc, quand on a quelqu'un qui dit « je vais me payer au minimum syndical », rappelez-vous, au début de l'année dernière, quand on avait vu l'augmentation on va dire, du prix de certaines prestations de l'Élysée pour la communication ou ce genre de choses, on avait un peu hurlé, et l'Élysée avait dit « non, vous avez raison, bien sûr, on va s'aligner, enfin, on va réduire cette hausse, bien évidemment, tout ça est naturel ». Donc, ça jouera aussi, tout à l'heure, Lucas Planaverne, vous évoquiez ces Français qui seraient peut-être séduits. Peut-être que ce type de symbole, mon cher Nicolas Corato, ça peut fonctionner sur la population précisément parce que certains se disent « moi, je travaille toute ma vie, eux, c'est les avantages, c'est les chauffeurs, c'est les grands palais, c'est Paris, et ils sont payés des milliers et des cents ». Oui, il y a des choses à faire, notamment que tous les directeurs d'administration centrale des ministères aient tous des chauffeurs. On peut considérer qu'on peut reprendre le chose. Mais les chauffeurs, c'est aussi des gens... l'autre jour que le haut commissaire au plan avait un chauffeur, par exemple, je n'ai toujours pas compris d'ailleurs pourquoi. Que les avantages sont quelque chose qui crispe beaucoup plus la population que le salaire en tant que tel. Mais après, il y a d'autres représentations qui sont peut-être plus à travailler. Par exemple, aujourd'hui, les ministères se concentrent dans quelques centaines de mètres carrés dans le 7e arrondissement. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir sur la représentation géographique du gouvernement? Est-ce que c'est normal que dans un pays comme la France, tout soit concentré dans un seul arrondissement à Paris? Valérie Pécresse, qui n'est pas une femme de gauche, a délocalisé le siège social de sa région à Saint-Ouen. C'est pas un énorme effort, elle a fait quelques mètres au-delà du périph', mais c'est déjà très symbolique et représentatif, notamment pour la population, de prise en compte d'une partie de la proposition francilienne. Il y a, à mon avis, peut-être une réflexion aussi à mener. Est-ce que ça sur aussi, ces mon cher Nicolas, est-ce que ce n'est pas un peu démago? Parce qu'on pourrait dire aussi que précisément la France, de par son histoire, quand on est ministre, on peut avoir on peut avoir certains hôtels particuliers dans le 7e arrondissement. Qu'est-ce qui est en cause, Maxime, là-dedans? C'est aussi la représentation qu'ont beaucoup de Français que tout se passe à Paris et tout se passe sans eux. Et quand on parle de symbole, je pense que c'est un symbole peut-être plus important que la rémunération de nos élus. Cet entrisme parisien, ce tropisme parisien, cette idée que les gens sont hors sol parce que concentrés dans un tout petit quartier à Paris et décidant pour tout le pays, ça, je pense que symboliquement, il y aurait des choses à faire. Est-ce que ce n'est pas aussi le cas, vous parliez tout à l'heure des conseils régionaux ou départementaux, regardons et prenons le cas des ARS qui sont partout sur le territoire, et il y a une déconnexion totale. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être même une plus large réflexion, mais alors là, il faudrait prendre au moins l'antenne jusqu'à midi, sur ce que provoque le pouvoir, c'est-à-dire un isolement de gens qui se ressemblent certainement socialement, psychologiquement, et ont quand même, on va dire, la même idée de faire les choses, et c'est ça qui pose problème, Lucas Planaverne. La multiplication, le doublement des structures administratives au-dessus des structures politiques, c'est un des gros problèmes français. Juste pour revenir une seconde sur la proposition, sur l'annonce de François Ruffin. Bien sûr, encore une fois, ça peut séduire des gens. Après, une autre partie des gens vont se renseigner, vont se rendre compte qu'en réalité, si François Ruffin propose cela, c'est parce qu'il peut se le permettre, on va pas se mentir. François Ruffin a écrit des livres à succès, François Ruffin est un journaliste à succès, a dirigé, a créé un journal Fakir qui a son succès. Il a fait des documentaires encore récemment, un très bon documentaire par ailleurs avec Sarah Salman qui fonctionne très bien. Donc François Ruffin a de quoi vivre à côté de son salaire de député ou de futur président. On lui souhaite peut-être ou pas, je ne sais pas. Donc effectivement, je pense que ça peut, encore une fois, ça peut séduire, mais je pense que le débat ne se pose pas réellement en ces termes. En tout cas, de manière aussi simple, 2027 pour sauver la France, faut-il un patron à l'Élysée? Vous êtes plutôt partagé sur la question, amis auditeurs. 74% oui, 26% non, et vous avez été nombreux à voter sur le site sudradio.fr, l'application, ainsi que les réseaux sociaux. En tout cas, débat à suivre, et c'est à lire dans la Tribune du dimanche. Si on a envie de lire autre chose, par exemple sur l'immigration, c'est à retrouver dans le JDD avec la hausse des chiffres de l'immigration, mon cher Lucas Planaverne. Très bon numéro du JDD ce dimanche. Bien sûr, forcément, on compense. Merci beaucoup d'avoir été avec moi dans ce studio ce matin, mon cher Lucas Planaverne, et merci à vous, mon cher Nicolas Corato, d'avoir également été avec nous, président fondateur du think tank Place de la République. Je vous souhaite une belle matinée et un bon dimanche. Dans un instant, à 8h53 sur Sud Radio, c'est le On en parle avec Jules Boscherini, et vous allez voir, il va nous expliquer ce que c'est être de droite. Attention, ne pas rire. À tout de suite.